Merci de votre participation à cette conférence d'aujourd'hui sur les voyages en Équateur et en Bolivie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous parler un petit peu de ces deux pays et puis des voyages qu'on y propose avec Caravagna. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Caravagna organise des voyages d'aventure à travers le monde. Donc, ça va être principalement des voyages de randonnée, mais pas que. Ça va être également des voyages autour de l'alpinisme ou du kayak de mer. Puis, on va en organiser que ça soit au Népal, au Japon, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Donc voilà, donc il y en a vraiment un petit peu partout. On fait principalement des voyages de groupe, mais aussi des voyages sur mesure à partir de deux personnes. Et donc voilà notre équipe au bureau. Donc Caravanier, c'est une agence de voyage québécoise qui a été fondée en 1998. Et puis voilà, donc ça, on a une petite équipe. Et puis l'équipe bureau est aussi présente sur le terrain, que ce soit tant pour guider les voyages, accompagner les voyageurs, et puis également partir en repérage pour la création de nouveaux voyages. On va co-animer cette rencontre avec Ivan. Donc moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Astrid, je suis responsable Amérique du Sud chez Caravanier. Donc je m'occupe principalement du Pérou, de l'Équateur, de la Bolivie, de la Colombie et de la Patagonie, je crois que j'en oublie pas. Donc voilà, et puis mon histoire avec l'Amérique du Sud, elle a commencé en 2017 parce que je suis partie traverser le continent à vélo. Et puis de là, en fait, je suis restée vivre en Amérique du Sud, notamment pour gérer une agence de trekking au Pérou. Donc voilà, donc je suis très contente aujourd'hui de pouvoir continuer à accompagner les projets de voyage de chacun dans ce continent qui est absolument magnifique. Et je vais laisser la parole à Ivan pour se présenter. Euh, Salut à tout le monde. Je m'appelle Ivan Suarez. Je suis équatorienne. J'habite à l'Équateur et très content de partager ces moments avec vous, avec Astrid. Merci pour la petite introduction. Puis moi, ça fait 25 ans, proche de 26 ans que je travaille avec Caravanier depuis 1999. Puis et actuellement, je guide les voyages à l'Équateur et les voyages à la Bolivie. Et petite précision, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Et puis si on est un peu juste en termes de temps, on vous répondra que ce soit par courriel ou par téléphone dans les prochains jours. Donc nos voyages Équateur-Bolivie vont avoir pour toile de fond la Cordillère des Andes, qui est vraiment la colonne vertébrale de l'Amérique du Sud et qui est la chaîne de montagnes la plus longue de la planète, qui s'étend de la Patagonie jusqu'au Venezuela. Et puis, comme on peut le voir là sur cette image, la cordillère, elle va avoir des caractéristiques très très différentes en fonction des pays. Donc, on va par exemple voir, il y a une partie qui est très fine sous le 4. Là, ça va être l'Équateur. Et puis, il y a une partie qui est extrêmement large, donc un peu plus en bas. Et là, ça va être la Bolivie. Donc, on va voir que ça soit tant sur la partie très large ou très étroite de la Bolivie, ça va créer des paysages et des atmosphères complètement différentes. Et donc, des voyages aussi très différents pour explorer ces caractéristiques. Je sais pas si tu veux rajouter un petit mot, Yvan. Oui, justement, comme tu viens d'expliquer, même si la Cordillère des Andes, c'est une seule chaîne géologiquement à parler, à chaque région, la partie nord, la partie centrale, la partie sud, il y a des caractéristiques particulières qui fait que chaque voyage, chaque région, chaque pays soit différent. Puis les scénarios, les territoires dans lesquels les voyages que vous parlez aujourd'hui, c'est des bruits. C'est justement dans deux endroits qui sont complètement différents de la Cordillère des Andes. L'Équateur, c'est plus au nord et proche de la Colombie, qui est la partie la plus large, c'est la Bolivie, avec des grandes altitudes, avec des grands plateaux. Et on voit dans l'image aussi tous les territoires, c'est le territoire de l'Amazonie. C'est important à garder en tête pour qu'il y ait une connexion, un lien entre la montagne puis la terre plus bas. Ouais. Ouais.
Et donc, on va pouvoir parler de deux pays. Ivan, je te laisse pour présenter rapidement la Bolivie, puis je peux en présenter son équipe juste après. Oui, merci Astrid. Encore, justement, la Bolivie, un pays et la majorité du territoire de la Bolivie, et c'est une surprise pour tout le monde. On a une image de que la Bolivie, c'est la montagne, c'est l'autre plateau, les lamas, les bigognes et les glaciers, puis des régions extrêmement hautes. Mais 60% du pays, c'est dans la bassine amazonienne. Notre deux voyages à la Bolivie sont dans les territoires de montagne, mais des régions différentes aussi. La Bolivie est en grandeur comparable, c'est un pays assez grand, avec des grandes distances, avec des grands territoires, 1 million et 100 000 kilomètres carrés, donc proche de les territoires de la province de Québec, et beaucoup plus grand que la France, et beaucoup plus grand que l'Équateur encore. Et dans notre équipe en Bolivie, donc on a deux personnes sur la droite. Donc tout d'abord, en rouge, c'est Javier. Donc Javier, c'est un des premiers guides de haute montagne certifiés de la Bolivie. Et il accompagne nos voyages avec Caravanier depuis plusieurs décennies. Et c'est notamment grâce donc à ses connaissances de la montagne, à son expertise, qu'on a pu créer conjointement ces dernières années des itinéraires de voyage, de randonnée qui soient confidentiels dans des lieux très peu achalandés. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, donc l'autre personne donc à sa gauche, c'est Javier, son fils, qui a suivi les traces de son papa et qui aujourd'hui est guide également et puis accompagne tous nos voyages caravaniers en Bolivie. Et vraiment travailler avec Javier, puis Javier avec leur connaissance du pays, puis être l'accompagnateur de groupe. C'est vraiment un privilège puis un grand plaisir d'avoir une équipe locale assez solide et forte. Euh, moi, j'accompagne le groupe, mais toujours avec l'équipe locale. Et les leaders de l'équipe locale, c'est les deux Javier que vous venez de présenter. Ouais. Et puis là, sur la photo de gauche, donc c'est Ivan ici présent et Javier pendant le voyage de l'Apollo Bamba là, de l'année passée. Et donc, ce qui nous fait une petite transition pour vous parler donc de celui qu'on organise à nouveau pour cette année. Donc, Apollo Bamba, très au nord de la Cordillère Royale. La cordillère de la Bamba, elle se situe plus au nord du lac Titicaca. Et dans notre voyage, on va avoir trois parties. Enfin, surtout, on va arriver dans la ville de La Paz, puis on va faire une partie d'acclimatation dans le lac Titicaca, qui est à proximité, puis qui est séparé avec le Pérou. Et puis ensuite, on s'en va dans la cordillère de la Bamba. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'itinéraire et puis dans l'ambiance de ce voyage avec Ivan. Je m'excuse en avance si je passe assez rapidement sur les images que des fois ils font rêver, qui méritent chez compte d'image, je pense, une conférence au des bons 10 minutes sur chacun, mais on vous présenter toutes les deux pays ensemble, puis on a un temps limité et votre temps est aussi limité. Puis donc, comme Astrid vient d'expliquer, c'était voyage, c'est un voyage des treks, un des plus grands treks de l'Amérique du Sud, dans la cordillère de Bamba. Puis l'acclimatation commence dans La Paz, une des capitales les plus hautes du monde. Puis et on voit l'image des volcans Illimani qui est dans qui regarde la ville de La Paz. Donc, notre première étape d'acclimatation assez progressive, même si c'est à l'altitude, l'idée de ce voyage, c'est de vous mettre en altitude d'une façon, on va dire, bien planifiée, bien pensée, et dont l'acclimatation s'est fait à visiter la ville de La Paz, puis dans la région du lac Titicaca, qui est justement pas loin de la ville de La Paz. Au niveau culturel, au niveau historique, au niveau euh, euh, c'est important de savoir que les lacs Titicaca partagés avec le Pérou, c'est les lieux dans lesquels la mythologie et l'histoire
de la culture Inca, de les grandes cultures et de les cultures avant des Incas commencent. Donc, les lieux d'origine de l'histoire, euh, c'est le lac Titicaca, justement, dans l'île du Soleil que vous voyez dans l'image. Puis, culturellement aussi, dans ce voyage, c'est les lieux dans lesquels on va rencontrer plus de gens locaux, plus d'agriculteurs et des gens qui descendent de cette groupe autochtone. Et en même temps, c'est le lieu idéal pour faire l'acclimatation à partir d'une auberge communautaire, d'un hôtel de montagne dans les lacs. Et il fait des randonnées qui nous permettent de se mettre en jambes et de commencer à s'acclimater avant de rentrer à la Polobamba. Ouais. Et Euh, puis, bah, la si on se rend au Polobamba, cas, on y passe donc 3 jours, 2 nuits sur le lac. exactement, exactement. Puis les treks de la Polobamba comme tel se débrouillent dans la cordillère qui c'est qui c'est les limites naturelles entre les lacs Titicaca puis la forêt amazonienne, la bassin versant de l'Amazonie. Dans la cordillère à Polobamba, c'est au nord du pays. Il dépasse même la frontière et il termine dans le Pérou. Puis à Polobamba, il y a plusieurs pics de 5000 mètres, plusieurs pics avec de glaciers, mais l'avantage de notre concept et notre trek, c'est qu'il nous reste dans les côtés qui regardent vers l'altiplano, qui regardent vers les autres plateaux, c'est beaucoup plus sec. Mais la dernière partie du trek, où traverse, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image en bas, où traverse la cordillère pour se rendre dans la bassin versant de l'Amazonie. Puis les treks comme tel traversent 3 parcs nationaux et 3 régions protégées. Et c'est un des lieux dans lesquels se trouve la plus grande partie de vigognes et des camélides andines dans la Bolivie et dans l'Amérique du Sud et dans le monde, qui existe seulement ici. C'est important de savoir que c'est un trek qui est c'est 8 ou 9 jours de camping avec une passe, une colle des montagnes à toutes les journées. Vous voyez l'image ici en bas à gauche les différentes altitudes. Dans son trek d'altitude, c'est un trek dans lequel on passe la majorité du temps à la montagne. Puis on voit bien que à chaque journée, on colle à la montagne. Puis la dernière partie, on descend vers la bassine amazonienne. Et les terrains sur lesquels une journée, on marche une moyenne de 6 heures, mais surtout, les terrains, c'est un terrain pas très technique. Un terrain dans lequel la majorité de voyages se demeure sur les moraines et du sable volcanique. Il y a des lieux comme celui de l'image que c'est de Bofedal. Les Bofedal, c'est un lieu plus humide, mais la majorité de trucs demeure au pied du glacier, puis à la montagne. Euh, Astrid, je pense que tu es sorti de mode présentation. Oui, justement, là. Merci. Et donc, il y a de lacs de couleur turquoise et des glaciers proches tout le temps. Ça, c'est des images. Et les ciels, c'est pas photoshopé, comme on dit. C'est un ciel pour de vrai dégagé et bleu tout le temps. Et sur ces images, on voit bien le côté désertique et puis le fait qu'il n'y a absolument personne, ni trace en fait de vie humaine ou quoi que ce soit à perdre de vue. On a vraiment la montagne pour nous. Donc si vous souhaitez ça, des paysages littéralement à couper le souffle et puis des grandes étendues de montagne, voilà, je pense que c'est un voyage qui vous convient. Justement, Astrid, merci. Dans notre dernier voyage en septembre, et la seule fois qu'on avait rencontré des touristes, c'était au lac Titicaca. La seule et dernière fois. Et pendant toutes les treks, au croisé personne, on s'est rencontré seulement avec quelques bergers
et se promener en la montagne avec de lamas puis des alpacas, puis jamais croiser étrangers ou de randonneurs là-bas. Donc, c'est une randonnée pure, un trek de montagne à l'altitude avec du camping fait pour les gens qui ont vraiment vu un lieu qui soit reculé, isolé, puis unique, vraiment. Et l'équipe locale, je veux surligner le travail de l'équipe locale. La logistique est pas facile. Toute la logistique est faite en Jeep, euh, et tous les transports de matériel, de camping, la bouffe pour les 9 heures de trek, même les panneaux solaires pour charger les batteries, tout est transporté pour les 4x4 qui font vraiment une aventure dans les routes des montagnes. Et nous, les randonneurs, on transporte seulement notre sac de jour avec la collation puis de l'eau et notre équipement personnel. Le camping est monté dans les lieux entourés de montagnes vraiment à couper de souffle, puis toujours une nourriture bien préparée, frais, bien offerte, bien présentée aussi. Et c'est important de savoir que s'il n'y a pas cette équipe à derrière de nous, le trek ne sera pas possible. Oui, et puis juste petite précision, ces aspects-là vont être d'autant plus importants que les conditions de campement sont pas forcément évidentes parce que, comme on peut le voir sur les images, c'est une région qui est assez rude en termes de météo. C'est sec, mais c'est aussi très froid. Donc en journée, généralement, ça va bien parce que le soleil nous réchauffe, mais en soirée, les températures descendent drastiquement. Donc voilà, avoir et un cuisinier qui prend soin de nous et puis des bons repas chauds aide pas mal pendant le voyage. C'est important à dire aussi qu'on y a, pendant les treks, on a 2 fois les mêmes campements pour justement pouvoir, on des trucs, c'est pas refaire et faire notre bagage, pouvoir profiter de la place et de récupérer un peu d'énergie. Et bien entendu, à tous les jours, on marche. À tous les jours, on fait un point de vue. À tous les jours, chaque journée est différente à l'autre. Et justement, avant de traverser la cordillère, on s'approche euh, euh, très, très proche du glacier, puis même on va marcher par-dessus un glacier. C'est pas une marche technique, c'est pas une marche exigeante, mais ça donne l'expérience de pouvoir toucher la glace qui nous entoure pendant tous les treks. Puis après traverser cette glacier, on arrive à les pas qui nous amènent dans la bassin versante de l'Amazonie, puis on redescend vers la rivière Macara puis Pelechuco, qui c'est les rencontres avec, on va dire, la civilisation, et notre pont de retour à La Paz. Ouais. Donc c'est ça. Donc pour récapituler en quelques mots, donc c'est un voyage de 16 jours qui est très exigeant physiquement, tant sur les aspects de distance, de dénivelé, et puis également d'altitude, avec, on le rappelle, des cols près de 5000 tous les jours. Et puis c'est un voyage dans des conditions qui sont rustiques au niveau du campement. Euh, Déjà parce qu'il y a 9 nuits, 9 nuits de suite sous tente. Et puis voilà, les températures qui peuvent être froides durant la nuit. C'est un trek exigeant, mais qui permet d'arriver dans une région du monde qui est complètement isolée. Et voilà, c'est vraiment des lieux confidentiels et qui se méritent. Donc, voilà, donc pour le départ de l'Apollo Bamba, on va avoir un départ cet été, en juillet, et puis sinon un départ en septembre qui est déjà confirmé. On a à date 6 participants et puis il reste de la place dans le groupe. Petite précision, nos groupes généralement vont être à peu près à partir de 5 6 voyageurs et jusqu'à 12 maximum. Donc on fait toujours des voyages en petits groupes. Un petit mot ajusté aussi, Astrid, c'est un voyage qui s'est pas conçu pour un premier voyage à l'altitude. C'est Ouais. pas, c'est pas pour les débutants qui n'ont jamais testé son organisme à l'altitude. Ça prend quelques expériences avant pour venir dans un voyage comme celui de l'Apollo Bamba. Ouais. Et donc maintenant, c'est l'heure de vous présenter notre tout nouveau voyage
en Bolivie. Alors, il n'est pas encore disponible sur le site internet, mais donc on vous le présente en avant-première ce soir. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de pouvoir en discuter un petit peu plus avant qu'il sorte sur le site internet, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. Mais le voilà, il s'appelle donc Solipes, terre de sel et de feu. Donc c'est un voyage qui est absolument spectaculaire et qui va se situer dans une autre région de Bolivie. Donc comme on peut le voir sur la carte, tout à l'heure pour le voyage de l'Apollo Bamba, on était vraiment sur le nord-ouest de la Bolivie, donc là les points orange, et là on va se retrouver donc sur l'est jusqu'au sud-ouest de la Bolivie, et puis la fin du voyage va se finir au Chili. Donc on va arriver donc à Santa Cruz de la Sierra, qui est vraiment sur la partie, on va dire, amazonienne de la Bolivie. Puis ensuite, on va s'envoler vers Sucre, et puis de Sucre vers Potosi. Donc, comme on peut le voir sur le petit graphique, on a une acclimatation à l'altitude qui est vraiment progressive. Et puis ensuite, on va s'en aller donc à travers le Salar d'Uyuni et puis toute la province du Solipes pour rejoindre San Pedro de Atacama au Chili. Et puis de Calama, qui est le point final du voyage, on retourne au Québec en passant donc par Santiago. Donc c'est un voyage qui est en itinérance. Et voilà, donc c'est un voyage. Je ne sais pas si Ivan, tu voulais rajouter quelques points là-dessus. Alors, justement, petit mot, on a deux questions qui sont posées par rapport à l'Apollo Bamba, le voyage précédent. Et j'ai pris note, si au fin de la présentation, on va répondre, on va donner la réponse de ces questions. Si on n'arrive pas à les donner, comme tu avais dit, Astrid, n'hésitez pas de nous contacter, on va donner des détails par rapport, mais euh, et des retours sur cet nouveau voyage de Sud-Lipez. Je pense que c'est un voyage essentiellement qui traverse d'une façon différente la Bolivie, de l'est, un peu de l'est à l'ouest, mais vers le sud. Puis il est entouré de paysages vraiment surréalistes la majorité du temps. Surréalistes au niveau paysage, surréalistes même en l'histoire. Il y a des endroits qui ont un côté historique, un côté culturel, puis un côté assez impressionnant au niveau paysage. Et complètement différent dans la région et complètement différent aussi dans le concept. Aucune camping dans ce voyage. Et c'est des endroits assez reculés. C'est une expédition, on va dire, dans laquelle il fait une combination de voyager beaucoup en auto, mais de voyager aussi à pied. On essaie de mettre une activité des randonnées à tous les jours depuis qu'il commence les voyages. Et justement, dans cette diapo, on voit la ville de Sucre, qui c'est la capitale officielle de la Bolivie. C'est la siège du gouvernement, c'est La Paz, mais la capitale officielle, c'est Sucre. Historiquement, c'est la ville capitale de la Bolivie. Et c'est un lieu historique. Et on voit à côté, justement, c'est le cratère dans lequel on va faire notre première randonnée, 3, 4 heures, 5 heures, notre acclimatation aussi. La ville de Sucre, c'est à 2800 mètres d'altitude. Et puis la randonnée, c'est dans un endroit pas loin de Sucre à plus haut de 3000 mètres. Donc, progressivement, on va avancer en altitude. Ouais. Et donc on va passer 2 nuits à Sucre avec tant une partie culturelle qu'une partie de randonnée dans le cratère de Maragua. Et ensuite on s'en va en direction de Potosi. Et Potosi, c'est déjà une autre altitude, c'est à 3900 mètres d'altitude, la ville. Puis l'image que vous voyez en haut à gauche, c'est le Cerro Rico. C'est la mine d'argent la plus euh, impactante et en même temps historiquement la plus dure entre, pour la vie des autochtones. Les contrastes de la richesse de la ville de Potosi, de la richesse de la ville de Sucre, avec la vie dure des miniers dans la mine de Cerro Rico de Potosi, vraiment nous amène à l'histoire et va nous expliquer un peu et nous faire comprendre comment fonctionne l'histoire récente et dernière de, de la Bolivie.
Et on fait aussi une visite de la ville de Potosi, mais en même temps du musée, de la case, de la maison de la monnaie, etc. Mais on va visiter la mine. Il va aller à l'intérieur du premier niveau de la mine. Il y a des galeries de 10 kilomètres à l'intérieur de le volcan de 4800 mètres. Donc, c'est une randonnée déjà à l'altitude. Et après Potosi, on s'en va vers le Salar d'Uyuni, donc qui est le plus grand désert de sel au monde. Là, on se trouve à peu près à une altitude autour de 3800 mètres. C'est ça, de 3800 mètres. Et en fait, le Salar, on va le traverser à deux reprises. Donc, il a à peu près enfin, une circonférence autour de 110 mètres, 110 kilomètres plutôt. On va le traverser une première fois pour aller dormir dans un petit village qui s'appelle Khirira, au nord du Salar, et puis après on le retraverse une seconde fois. Donc quand on traverse le Salar, on va le faire en jeep sur la partie de sel, et puis ensuite on va pouvoir s'arrêter dans différentes îles, donc comme on voit en haut à droite, là sur l'île Inkawasi, où on va retrouver notamment des espèces comme cette espèce de cactus endémique. C'est des cactus géants qu'on retrouve là-bas. Donc, on va pouvoir faire plusieurs randonnées au sein du Salar qui nous permettent d'avoir des vues absolument spectaculaires dans ce lieu unique au monde. Et puis le fait que le Salar soit si grand, ça permet en fait d'avoir des perspectives et puis des vues très différentes. En fait, enfin, il me manque un mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puis le fait qu'il n'y ait aussi aucune pollution lumineuse dans cette région permet le soir et le matin, d'avoir vraiment des ciels étoilés, puis des couchers et des levées de soleil absolument spectaculaires dans le Salar d'Uyuni. Ivan, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot sur le Salar. Oui, quand je commençais à présenter les voyages, je sais que c'est en certaine façon surréaliste, puis visuellement, et difficile de le faire rentrer dans une photo. C'est un des endroits les plus impressionnants pour moi qui existent dans tous les lieux que je visitais, puis extrêmement intéressant. Au fait, dans le voyage, on les traverse deux fois à partir de ville de Uyuni, on va les traverser et on va aller faire une marche dans l'île, qui c'est l'image à haut à droite. Ça nous permet de voir une végétation de cactus géantes et d'une végétation assez intéressante, puis s'élever un peu par-dessus les salaires. Puis en même temps, on va les traverser de l'autre sens et on va faire une autre île, une autre marche, une autre randonnée. Mais entre les deux, reste au pied du volcan Tunupa. L'image qu'on avait mis en bas qui montre les Tunupa qui regardent les salaires du Uyuni tout le temps. On l'appelle salaire au grand plateau de sel de Uyuni et au les desserts de sel. Et les volcans Tunupa que je viens de mentionner, pour moi, c'est un lieu assez mythique. Tunupa, c'était un prophète de l'ambition de la construction d'un empire, de la construction d'une grande société, que c'était la société précolombine dans les Andes. Puis tout nous pas la montagne qui regarde le salaire de Uyuni, on va monter sur celui-là. On est déjà bien acclimaté, on monte en auto, vous voyez la petite colline à derrière de les personnes qui sont là. La colline, c'est à 4600 mètres. On arrive à 4600 mètres, puis on commence la marche pour se rendre sur le bord du cratère et pouvoir regarder en même temps la montagne et en même temps regarder euh, les salades. Puis on revient à notre aubergement que c'est au pied du volcan, dans les limites justement du salaire. Et, Ouais. Donc après le Salar d'Uyuni, on s'en va en fait explorer pendant plusieurs jours toute la partie du sud de l'Ipès. Donc là en fait on va avoir différentes photos. On va commencer notre exploration du sud de l'Ipès par le canyon d'Alota. Donc il y a un canyon qui est absolument spectaculaire là qu'on voit sur l'image de gauche.
avec ces grands plateaux. Et puis d'un coup, là, cette rivière qui vient faire vraiment une sorte de cicatrice dans la terre, qui vient creuser la terre. Et donc, on va aller randonner justement dans ce canyon-là. Et puis, dans cette région du Solipès, il y a quelques images qui sont assez emblématiques. Et notamment ce qu'on appelle l'arbre de pierre, donc l'arbre des pierres, qu'on voit en haut à droite. Et puis, en fait, les caractéristiques donc, géologiques et puis le fait que la Terre soit vraiment chargée en minéraux donne aux lagunes et puis à la Terre dans le sud d'Épaisse des couleurs absolument extraordinaires. Donc, tiens, Ivan, je te donne le flambeau. Oui. Et géologiquement, c'est vraiment presque les planètes en formation. Selon les études géologiques qui ont commencé en 2015-2016, ils viennent de découvrir qu'en dessous de toutes ces régions, en dessous de tous les plateaux, en dessous de tous les hauts plateaux de la Bolivie, une partie du Pérou, puis du Chili, il y a un grand déposit de magma mélangé avec de l'eau. 10-15% de mélange, c'est de l'eau. Et ça crée un mélange de minéraux qui est semblable à l'origine de la Terre. Et je mentionne ce détail pour que cette particularité fait que les paysages soient pleins de minéraux, de lacs de sel, de lacs de différentes couleurs, des roches de différentes formes et de canyons. En même temps, c'est les lieux dans lesquels se trouvent plusieurs animaux, comme les flamands chiliens, les flamands boliviennes. Il y a plusieurs espèces de chevreuils, de bigognes, puis un lieu que ça ressemble beaucoup à la Lune. Justement, c'est pour ça que Werner Herzog, le très connu euh, producteur de ciné, directeur de ciné, avait fait un film que ça s'appelle pareil à notre voyage, c'est La Terre de Sable et Feu. Voilà, donc c'est aussi un peu toute la jeunesse du nom de ce voyage qui vient de ce film de Herzog. Et puis, comme on peut le voir sur les différentes photos, le, toute cette région va être tant chargée en sel que en fait, l'activité volcanique va être très forte. Donc voilà, d'où le terre de sel et de feu. Oui, Et, euh, et donc le point culminant de oui, la région du sud d'Ipèze va être le volcan Uturuncu, dont on va faire l'ascension également. C'est un volcan qui est au-dessus de 6 000 mètres, mais qui ne nécessite pas que ce soit de compétences techniques ou de matériel d'alpinisme ou autre. Il se fait vraiment complètement en randonnée. Par contre, il faut être très bien acclimaté. Donc, c'est pour ça que nous, on va le faire vers la fin du voyage, lorsque l'acclimatation a déjà été pas mal longue et progressive. Euh, et important à dire aussi que même si c'est pas une ascension technique comme telle, il y a occasionnellement le vent et les éléments de la nature. Vous voyez que Javier et les gens qui sont en train de monter sont bien habillés. Donc, la température, en général, si c'est exposé au vent, ça va être plus froide. La sensation thermique est beaucoup plus bas, mais en général, c'est une ascension qui n'a pas besoin d'équipement technique, sauf être bien acclimaté et bien habillé. C'est les points culminants qui vont nous permettre de regarder toute la région de Sud-Lipis et même la frontière de Chili qui va traverser la journée suivante. c'est ça. Bah, le lendemain, en fait, on arrive au Chili. On passe la frontière et puis on arrive à San Pedro de Atacama, donc qui se trouve au nord du désert d'Atacama, qui est le désert le plus aride du monde. Notamment dans la région d'Atacama, c'est là où on a la meilleure vue sur le ciel de la planète. Et puis c'est aussi là où ils vont faire certains essais, notamment pour Mars ou autres, là, des engins spatiaux. Donc c'est vraiment un lieu qui est très très particulier sur la planète. Et puis on retrouve enfin, il y a vraiment des paysages qu'on retrouve que là-bas. Comme par exemple, donc là c'est la vallée de la Lune là qu'on peut voir sur l'image de gauche. Donc tout le blanc qui est dans cette montagne, c'est du sel. Donc vraiment, on voit ce côté roche, sable, sel qui viennent se mélanger. Et puis en fait, on va rester plusieurs nuits dans le petit village de San Pedro de Atacama. Et puis on va venir rayonner sur,
sur des randonnées en fait à la journée, donc notamment donc, dans la vallée de la Lune et puis autour de lagunes qui vont être autour, mais également au geyser d'Altatio. Donc ça, c'est l'image qu'on voit en haut à droite. Et j'ai pris note de ta question, Stéphane, par rapport à la dénivellation au volcan Uturunco. Bon, je réponds rapidement pour revenir un peu sur la journée précédente. Et la dénivellation positive, c'est 750 mètres. Donc, on passe la nuit précédente à 4145 mètres, puis on monte en auto à 5000 1250, 100 000, 100 000, proche de 5300, puis commence l'ascension à partir de cette altitude. Et puis, je voulais ajuster à ton explication, Astrid, que les geysers à, à San Pedro de Atacama, al Tatio, c'est justement la plus grande concentration de geysers au monde. Et c'est grâce à la même connexion, les grands dépôts de magma mélangés avec de l'eau en dessous les volcans Oturunco puis les hauts plateaux boliviens. Et puis après, depuis San Pedro de Atacama, on va reprendre donc un vol vers de Calama qui nous emmène vers le Québec, donc avec une escale à Santiago. Donc voilà pour pour la présentation de ce tout nouveau voyage, donc qui est un voyage de 16 jours de Montréal à Montréal, qui est de niveau modéré, avec des journées de randonnée qui vont généralement être autour de 4 ou 6 heures entre 4 et 6 heures de randonnée ou d'activité, et puis avec vraiment la dynamique de l'altitude qui rentre en jeu. Le niveau de confort, on l'a coté 2, donc épicurien. Il n'y a pas de nuit sous tente, mais certaines des nuits vont être dans des hébergements un petit peu plus rustiques. La plupart sont dans des hébergements confortables, mais certaines un peu plus rustiques. Donc voilà, donc c'est un niveau 2. Ce qui nous clôture le chapitre Bolivie. Euh, et donc, on va pouvoir passer à l'Équateur. Donc, l'Équateur, deuxième pays le plus petit d'Amérique du Sud, et puis le seul qui est nommé selon une ligne géographique. On propose 3 voyages en Équateur, et puis la dynamique, elle va être hyper différente qu'en Bolivie. Comme je vous expliquais tout à l'heure, en Bolivie, les 2 voyages se situent dans des régions qui sont complètement différentes. En Équateur, on va pas mal être dans la même région pour les 3 voyages. Donc, on va retrouver des éléments communs aux trois, mais les trois sont très différents de niveau et puis d'ambiance très différente. On va avoir un voyage multi-activités, un voyage de randonnée, puis un voyage d'alpinisme. Donc, ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est qu'on va pouvoir explorer toute la diversité de l'Équateur à travers ces différents voyages, et puis d'avoir 3 niveaux comme ça et 3 ambiances différentes. Voilà, il y en a forcément un qui vous plaira et puis qui conviendra un petit peu plus à vos attentes. Je viens de penser à un truc, je fais une petite parenthèse. Le premier départ pour le voyage de Sud-Lipez sera normalement donc à l'automne 2026. La date sortira bientôt. Pour reprendre sur l'Équateur, donc, euh, comme je vous disais, donc on a 3 voyages différents avec, on va dire, un socle commun. Donc, on va commencer par vous expliquer, enfin, par vous parler un petit peu avec Ivan de ce qu'il y a de commun dans tous les voyages, ce qu'on va pouvoir vivre à chaque endroit. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans la spécificité de chaque voyage. Et Ivan, je te passe le flambeau. Euh, euh, si un mot à dire, moi je suis précisément à l'Équateur, je suis équatorien, j'habite à l'Équateur et, et je suis dans la région justement de régions qui passent dans les voyages et c'est pour ça que c'est la magie de l'Internet que ça nous permet de travailler en équipe avec Astrid, de travailler avec l'équipe de caravaniers, mais parler depuis de la place que j'habite et que je suis content de partager avec vous aujourd'hui. Et pour revenir sur les 3 circuits, c'est une approximation différente à un pays assez diversifié. Puis dans chaque voyage, je vais avoir des éléments de culture autochtone, des cultures locales, des gastronomies. Mais bien entendu, un des lieux, c'est Otavalo. Je demeure proche d'Otavalo. Puis et l'autre lieu, c'est la ligne de l'Équateur.
Astrid avait déjà présenté que l'Équateur, c'est le seul pays nommé après une point géographique, un point de référence géographique, puis on va passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud assez facilement ici. Et donc ça, puis Otavalo, ça va être aussi une ville qui va nous permettre de commencer la plupart des voyages, donc de rentrer dans une dynamique d'acclimatation. Et puis, c'est également une région dans laquelle la plupart de la population est une population quichua, donc une population indigène qui est encore, voilà, c'est ça, qui est encore dans la région. Et puis à Otavalo, c'est là où on va retrouver également le plus grand marché artisanal d'Équateur. Donc voilà, c'est des beaux moments pour commencer le voyage. Et Et pour comparer un peu avec la Bolivie, sans comparer pour seulement comparer, c'est une question d'altitude aussi. Otavalo, c'est à 2600 mètres d'altitude, beaucoup plus bas pour point de départ. Et l'aéroport de Quito, c'est à 2700, puis tout de suite, dans tous les voyages, je fais notre acclimatation à la région d'Otavalo et dans les montagnes, dans les alentours d'Otavalo. Donc, c'est un voyage qui, qui est bien, ça débrouille bien dans l'altitude, puis que ça fonctionne bien, mais pas avec une altitude extrême. ouais, ça se fait vraiment progressivement, je dirais même un peu plus progressivement encore qu'en Bolivie. Ce qu'on va vivre, enfin, un des lieux dans lesquels on va aller également dans tous les voyages, ça va être Quito, la capitale de l'Équateur, qui est patrimoine mondial ou culturel de l'UNESCO, c'est bien ça? Oui, Quito, c'est la première ville déclarée pour l'UNESCO en 1978 comme patrimoine mondial. C'est les centres coloniaux les meilleurs conservés, les plus grands de l'Amérique du Sud. Et dans tous les circuits qu'ils proposent, ou passe pour Quito, soit le final ou soit au milieu du voyage, il fait une visite des points emblématiques de l'architecture et de l'histoire de la ville de Quito et de l'Équateur en même temps. Ouais. Et Et comme, allez, Astrid. non, non, vas-y, je t'en prie. OK. Comme on avait expliqué au début, les éléments en commun de les trois voyages, c'est la région de l'acclimatation. La variation, c'est l'intensité. Dans tous les trois voyages, je fais la randonnée autour du lac Cratère, le lac Huicocha, on fait l'ascension de Fuya Fuya, on fait une randonnée au Cubilche avec euh, les, la montagne, les montagnes autour. Il fait l'ascension de les flancs de volcan Rumiñahui, sauf dans les voyages haute montagne dans lesquels il fait une autre activité dans les mêmes volcans. Donc, les volcans qui sont l'élément fondamental, il y a 84 volcans à l'équateur. Il y a tout le temps notre terrain de jeu, c'est notre terrain d'acclimatation. Donc ça, vraiment, toutes les randonnées que vous voyez là, on va les retrouver dans tous les voyages en Écosse. Un autre élément qu'on va retrouver dans tous les voyages, ça va être plusieurs jours dans la communauté de San Clemente. Donc, pareil, Ivan, je te laisse dire, présenter un petit mot rapidement sur la communauté. Oui, la communauté San Clemente, c'est notre partenaire, on va dire, depuis le début. Et on commençait à organiser le voyage en même temps que la communauté San Clemente a commencé, avait parti son projet de tourisme communautaire. C'est une communauté autochtone de Quichua qui parle Quichua et qui ont gardé leur identité et qui sont fiers de partager leur identité ou être hébergés à la famille d'Emmanuel et des autres gens de la communauté puis on va avoir l'opportunité d'échanger par rapport à l'histoire, à la culture, à la cosmovision, exemple, les plantes médicinales, les calendriers agricoles, les produits artisanaux de la région. Donc, c'est un élément euh, fondamental dans notre voyage. Il reste dans tous les voyages quelques nuits chez Manuel et chez les gens de San Clemente. Un autre élément commun de tous les voyages, c'est le volcan Cotopaxi.
les 12e plus hauts volcans de l'Équateur, mais ont les volcans actifs les plus grands de planète. Et les volcans Cotopaxi, c'est un volcan actif, dormant pour l'instant, mais qui a des activités à l'intérieur. Conique parfait, c'est comme l'archétype de volcan. Quand on était à l'école, on diseignait le volcan, c'est lui, c'est les Cotopaxi. Donc, dans les voyages randonnées, dans les voyages aventures de volcan à la jungle, on fait la visite de refuge, on fait une randonnée qui arrive à 5000 et quelque chose. Notre objectif, c'est de passer les 5000 mètres et dans les voyages alpinisme, on se rend de sommet. Ouais, donc le sommet qui est à 5897, donc un petit peu plus haut que le Kilimandjaro. Et puis dans les autres voyages, on arrive en fait, on fait la randonnée jusqu'à la fin là, du glacier. Donc après, jusqu'à où arrive la neige. Donc généralement, ça va être autour de 5050, 5100 mètres. Donc là, voilà, on vous a présenté les différents éléments qu'on retrouve dans tous les voyages. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans chaque itinéraire. Le premier, il s'appelle l'aventure de la jungle au volcan. Il est assez particulier dans notre offre chez Caravanier parce que c'est un des seuls qui est dans le format multi-activité. Donc, comme je vous disais, on fait beaucoup de voyages de randonnée, quelques voyages d'alpinisme. Et celui-là, en fait, ça va être de la randonnée, mais pas que. Euh, donc, voilà, on va reprendre tous ces éléments-là donc, que je viens de vous expliquer, mais auxquels on va aller ajouter euh, un grand aspect. En fait, on va aller venir explorer la biodiversité de l'Équateur de différentes façons. À savoir que l'Équateur, c'est le pays au monde avec la plus grande biodiversité au kilomètre carré. Et, euh, et en fait, dans ce voyage, on va tant aller explorer la partie andine de l'Équateur, mais également la partie amazonienne. Donc, on va avoir des différences d'altitude, d'écosystèmes extrêmement variées. Donc, vraiment, on va avoir un condensé d'Équateur dans un voyage de seulement 12 jours. Euh, Ivan, si tu veux dire un petit mot. Oui, on est au surligné la biodiversité pour que probablement après un voyage, les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que les gens sont impressionnés pour la variété du paysage, pour la variété culturelle et pour la diversité au niveau naturel. Bien entendu, c'est pas un voyage d'observation animalière comme tel, mais c'est un élément présent dans toutes les voyages dont on visite des lieux avec beaucoup de colibris. L'Équateur a la plus grande diversité de colibris au monde. On visite des orchidées, des plantations café, plantations cacao. Donc, c'est un pays pour les amateurs de café et de chocolat, justement, et des plantes et de la nature. Et la diversité justement de l'Équateur, on va pouvoir l'explorer d'une seconde façon à travers la diversité d'activités. Donc notamment lorsqu'on arrive dans la région de Bagnos, donc qui est un petit peu plus au sud de la partie andine de l'Équateur, et puis sur la partie amazonienne, on va aller pouvoir explorer différents types d'activités, donc notamment une journée à vélo. Et puis qui est pareil, qui est pas technique, qui est pas compliqué, puis qui est principalement en descente et puis à travers toute la végétation, et sur une route qu'on appelle la route des cascades. Et donc on va pouvoir aller voir plusieurs cascades, et dont certaines où on va pouvoir faire de la tyrolienne pour pouvoir traverser des gorges comme ça et puis passer là devant ces cascades absolument spectaculaires. Donc c'est des beaux moments d'adrénaline. Les vues sont magnifiques. Les sorties en tyrolienne sont optionnelles. Voilà, c'est à chacun de décider ou non s'il souhaite le faire. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est absolument magnifique. Et puis, notamment, une des activités phares de ce voyage, ça va être la journée en rafting. Et en fait, c'est une journée complète de à peu près 6 7 heures de rafting. On va descendre la rivière, s'arrêter pour le dîner sur une plage puis reprendre. Donc là, on est vraiment en itinérance complète sur la rivière avec vraiment des murs végétaux tout autour de nous. Il n'y a personne d'autre sur la rivière et puis il y a vraiment des cascades tout autour. Donc c'est vraiment une expérience absolument fabuleuse dans le voyage. Cascades et forêts, végétation luxuriante autour, puis l'eau est pas froide. Et froide, mais pas besoin d'une wetsuit, par exemple.
Donc, j'ai d'accord avec Astrid. C'est une journée qui c'est comme l'activité la plus qui ferme les voyages d'une façon très intéressante dans l'eau et montre la possibilité de plusieurs activités qu'on propose dans ce voyage. Et donc voilà, donc pour récapituler un petit peu, ce voyage de l'aventure de la jungle au volcan, c'est vraiment un bouillon d'adrénaline. C'est toute la diversité de l'Équateur en condensé. Donc c'est un voyage qui va être de niveau modéré. Il y a des randonnées, mais qui n'ont pas de difficultés particulières, mis à part celle de l'altitude. Et puis pareil, que ça soit tant le vélo que le rafting, euh, ça reste des activités accessibles. C'est un voyage en Dolce Vita. Ça signifie qu'il n'y a pas de nuit sous tente et on est dans des hébergements qui vont être confortables, voire très confortables. Donc ça, on a un départ en juin, on en a un en août et puis on en aura un en décembre qui n'est pas encore affiché. Et on va être pris par le temps, donc on va accélérer un petit peu pour la présentation des voyages qui restent. Donc il en reste deux, notamment donc l'avenue des volcans en Équateur, qui va être notre voyage de randonnée. Et en fait, son nom, il est tiré d'une citation de Alexander von Humboldt, qui est le père de la géographie moderne. Et en se rendant dans ses voyages d'exploration en Équateur, voyait donc les cordillères orientales et occidentales se faire face avec vraiment un chapelet de volcans de chaque côté, puis la vallée interandine au milieu. Donc vraiment la rivière avec les deux lignes de volcans de chaque côté, puis comparer ça à une avenue de volcans. Donc c'est un terme qui est resté très fort dans l'histoire de l'Équateur et puis qui a donné son nom au voyage. Donc dans ce voyage-là, on va refaire donc toutes les parties là qu'on a déjà expliquées précédemment, donc que ce soit Quito, le Cotopaxi, les randonnées, la communauté de San Clemente et puis la région d'Otavalo. Et ensuite, euh, on va explorer plusieurs régions. Donc Ivan, je te laisse le flambeau pour en parler, mais je pense qu'on va aller un petit peu vite parce qu'il nous reste... Oui, oui. Justement, un des points, ça c'est un voyage de trek. On fait un trek sans camping à partir de la région du Valais d'Intac que vous voyez des images, une région des forêts Cloud Forest. Il va partir d'une région de Cloud Forest pour traverser un massif de montagnes à l'intérieur du parc national Cotacachi-Cayapas dans 3 jours que la logistique est faite pour une communauté locale qui c'est notre partenaire principal. Après la randonnée de Pignan, on revient à la région de San Clemente dans les vallées interandines et fait l'ascension justement du volcan Imbabura. Les images parlent pour eux-mêmes. Puis, et à partir du volcan Imbabura, on se déplace vers le sud pour faire le Cotopaxi, puis pour finir avec la région de Trek, le 12e Trek de Kilotoa. Les Kilotoa, c'est un lac cratère encore dans lequel vous faites 3 jours pour traverser les canyons, les grands canyons de l'Équateur avec des paysages complètement différents à la partie précédente, à la première trek, avec les lacs Kilotoa, puis on termine après les lacs Kilotoa avec la montagne la plus proche du soleil, et le volcan Chimborazo, 6200 mètres, 63 mètres, mais on ne fait pas l'ascension volcan. C'est un voyage de trek. Notre objectif, c'est atteindre les aiguilles de Whymper à 5300 mètres. L'image de notre hébergement au pied du volcan avant de la dernière de randonnée, c'est la randonnée la plus haute du voyage. Et point de départ, 5000 mètres, 4800, pardon, et on attend les 5300 mètres de les Aouis de Wimper. Et pour ce voyage de randonnée donc de 15 jours, c'est un voyage de niveau soutenu. Donc il y a des belles journées de randonnée, il y a des ascensions notamment qui sont assez exigeantes, notamment l'ascension de l'Imbabura qui va être la journée la plus exigeante du voyage, avec plus de 1000 mètres de dénivelé, puis une altitude atteinte de 4850 mètres. Mais c'est vraiment un voyage dont la définition parfaite, c'est effort le jour, confort le soir. Donc une fois encore, on est sur un voyage Dolce Vita, on n'a pas de nuit campée, on est dans des hébergements hyper confortables, qui permettent une très bonne récupération. Donc typiquement pour un premier voyage de trek en altitude, celui-là, il est vraiment magnifique. Donc on a un départ en juin pour l'avenue des volcans et puis on en a un autre en novembre.
Et le dernier, mais pas des moindres, donc c'est notre voyage d'alpinisme sur le volcan Cotopaxi et le Cayembe. Nous, on a, on a le premier départ de ce voyage-là, là, qui part dans 6, 7, 8 jours, quelque chose comme ça, là, qui part la fin de semaine prochaine. Euh, Oui, le 6 de mars, 10 jours, dans 10 jours. ouais. Et donc, on va retourner donc, dans, dans tous ces endroits-là qu'on a déjà évoqués précédemment. Et en plus de tous ces lieux, dans ce voyage d'alpinisme, euh, on va aller notamment faire une première ascension de volcan, donc, qui est le volcan Rumiñahui. On marche sur le flanc du Rominawi dans les autres voyages, mais dans celui-ci, on va aller en faire l'ascension. Donc c'est ça, tout équipé. Et puis ensuite, les deux ascensions principales de ce voyage d'alpinisme vont être celles du Cayembe puis du Cotopaxi. Ivan, je te laisse le flambeau pour les présenter. Oui, une chose importante à dire de ce voyage, c'est qu'en même temps, c'est une école d'alpinisme. Euh, c'est même possible, faisable pour les personnes qui n'ont aucune expérience technique à la montagne. Et on commence avec une école de glacier, une école technique de marche sur les volcans Cayambe. Donc, on a une journée, une matinée complète sur les glaciers à faire une pratique de comment marcher en cordée, de comment on fait les transitions, etc. Justement, l'image en bas à droite, c'est une image de l'école de glacier. Puis l'ascension, c'est fait à partir du refuge pour se rendre à 5790. L'ascension s'est fait pendant la nuit. C'est un glacier tropical, c'est un glacier dans la ligne de l'équateur. La ligne de l'équateur traverse le volcan Cayambe. Il s'est fait pendant la nuit pour éviter que la neige soit molle, puis les risques d'avalanche. Donc, normalement, c'est fait seulement pendant la nuit à l'enfrontal, puis ça arrive au sommet pour le réveil du soleil. Et ça va être à peu près la même dynamique pour l'ascension du Cotopaxi. Donc ça, c'est un groupe justement qui a fait l'ascension cette année, là, Juin. en juin dernier. Oui. Et donc à leur arrivée au lever du soleil sur le sommet du Cotopaxi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit élément là-dessus. Oui, même dynamique, partent la nuit, puis on arrive à 6 heures du matin, plus ou moins au sommet. Et l'image nous permet de voir que c'est un voyage d'alpinisme. Ils sont tous équipés avec du piolet, sont encordés avec, donc c'est une marche complètement différente. C'est une dynamique complètement différente en voyage de trek. Puis notre guide, et- les lois équatoriennes demandent qu'il soit un guide pour chaque deux voyageurs. Donc, c'est pour ça que voit les images des deux personnes. C'est le guide qui a pris les photos de les deux au sommet. Et donc, c'est les ratios normales tout le temps. Je suis là pour accompagner le groupe, mais on y a une équipe de 5 ou 6 guides avec chacun de groupe. C'est ça. Donc pour les ascensions, il y a vraiment un encadrement qui est, qui est très important. Et puis également, donc, pour toutes les parties de matériel d'alpinisme aussi, ça, on en propose la location. Et puis, avant les voyages d'alpinisme, on propose également des journées enfin, une journée de formation avec le groupe, justement pour apprendre les techniques d'alpinisme pour que tout se déroule bien pendant le voyage. Complémentaire avec l'école des glaces pour parler une langue commune à la montagne. Exactement. Donc c'est ça. Donc après, c'est les différentes ascensions, tant de l'Imbabura, du Rumiñahui, du Cayembe, du Cotopaxi. Donc c'est un voyage absolument, c'est ça, qui est absolument magnifique. Il dure 15 jours de Montréal à Montréal. Il va être très exigeant en termes de niveau physique, en termes d'engagement. Mais c'est un voyage d'alpinisme qui est également très confortable. Donc voilà, on n'est pas dans un camp de base durant des semaines sous la tente, dans des conditions difficiles. Bah non, là, il n'y a pas de nuit sous tente. On est dans des hébergements confortables pendant quasiment tout le voyage. Et puis après, il y a des nuits en refuge avant les ascensions. Mais donc voilà, donc c'est une très belle approche aussi du voyage d'alpinisme. Je sais pas si tu voulais rajouter un point, Ivan, ou si- Oui, le grand avantage de montagne équatorienne, c'est l'accessibilité. Il y a des routes
qui nous amène au refuge. Donc, il n'y a pas besoin de porter le matériel comme, mettons, dans les montagnes, genre à Aconcagua ou dans les montagnes au Pérou ou la Bolivie. Donc, on a une facilité d'accès à la montagne. Ça nous permet de tester notre capacité à l'altitude et dans la glace et la neige dans une condition relativement moins dure, on va dire. Oui. Euh, hop. Et donc ça, donc on a un départ de ce voyage-là là, qui part dans 10 jours. Et puis on en a un autre qui est proposé à l'automne également. Octobre, justement. Ouais, en octobre. Et puis le petit dernier, bon celui-là, il n'était pas tout à fait prévu qu'on en parle et puis on n'a plus beaucoup de temps, donc on va juste le survoler rapidement. C'est qu'on a un nouveau voyage en Bolivie. On aura l'occasion de donner certainement une conférence dans les prochaines semaines ou mois à son sujet. Mais donc voilà, on voulait quand même vous le présenter rapidement. Ivan, je te laisse la parole. Oui, on gardait cette surprise. On voulait vous présenter et vous proposer pendant cette présentation. Et puis la Colombie, les boissons au nord de l'Équateur, mais Colombie aussi, c'est un champion de la diversité. La Colombie est très connue pour les cafés, est très connue pour des histoires des films et des choses qui parlent mal du pays, mais c'est un pays très accueillant, extrêmement gentil, extrêmement accueillante, puis qui a un très niveau de diversité et de beauté. Et le slogan officiel du pays, c'est les pays de la beauté. Et c'est le pays, un des plus belles pays au monde, vraiment. Puis et les voyages qu'ils proposent, qui n'est pas encore sur le site web Il de l'est celui-là. Caravanier. Pardon, C'est lui, c'est celui-là. déjà sur le site web. Puis c'est un voyage qui c'est dans les triangules de la production de café, donc, entre les trois villes Armenia, Pereira, Manizales. Et au milieu de ce triangle, c'est le parc national de los Nevados, dans lequel il se trouve, par exemple, la palmier la plus haute de la planète, que c'est la palme de cire. C'est la palme qui arrive à plus haut en altitude et que c'est la plus grande et qui existe seulement à la Colombie. C'est l'arbre national de la Colombie. Des villages colorés et producteurs de café, la végétation de Paramo, au partage entre l'Équateur puis la Colombie, le Paramo, l'écosystème Paramo. Puis Paramo avec des frailejones, 60% de toute la surface couverte avec des frailejones, des grandes plantes géantes, existe à la Colombie. Puis tout un mélange de culture, d'agriculture et des paysages qu'on essaie de vous proposer. Puis la cerise, je te laisse parler de la cerise du film de voyage à la Colombie, Oui. Astrid. Et la fin du voyage en Colombie se déroule donc dans la ville de Carthagène des Indes, qui se trouve sur la côte Caraïbe et qui est un des épicentres culturels de la Colombie. C'est une ville qui va être extrêmement métissée, qui a une histoire qui est extraordinaire, donc, et puis qui est également en bord de mer. Donc c'est une très belle façon de finir ce voyage tout en douceur. Donc voilà rapidement les quelques mots sur la Colombie. Donc ça, c'est un voyage de 14 jours qui lui aussi est de niveau modéré et puis qui va être épicurien, c'est-à-dire il y a pas de nuit sous tente, mais certaines nuits sont dans des hébergements un petit peu plus rustiques. Donc il n'a pas le label de voyage Dolce Vita, comme certains voyages en Équateur, mais en tout cas, voilà, c'est un très beau voyage avec beaucoup de diversité et puis dans un pays qui est absolument spectaculaire. Donc là, c'est bon, on a fini un petit peu tard, désolé, notre présentation. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les 6 voyages dont on vous a parlé. Donc il y a quelques questions là dans le chat, certaines auxquelles on a déjà répondu. Alors il y en a plusieurs, donc notamment une. Donc je pense qu'on était sur l'Apollo Bamba, donc les altitudes maximum pendant le voyage de l'Apollo Bamba, les altitudes de camping, et puis à peu près de combien de degrés on parle la nuit. Oui, à la Bamba, on est à plusieurs nuits à 4300 mètres et 4500 mètres pour les campings. Les campings les plus hauts, c'est 4650. Puis on est aussi, les cols les plus hauts de voyage, c'est
à 5000 mètres pour traverser l'école entre une région et l'autre. Puis l'autre question, j'ai déjà répondu. Puis finalement, euh, sur l'ascension de Cotopaxi-Cayambe, là, c'est pas l'escalade, c'est la marche encordée sur un glacier. Donc, il y a pas l'escalade, c'est la marche avec crampons piolés encordés sur une pente inclinée, pas sur une falaise ou sur un mur de glace. C'est justement une marche encordée. Oui. Donc voilà, donc il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Si vous en avez qui vous viennent dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, bah, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On sera heureux de pouvoir voilà, vous en parler, puis de pouvoir euh, parler un petit peu plus des différents voyages. En tout cas, bah, merci à tous bah, de nous avoir rejoints pour cette conférence sur l'Équateur et sur la Bolivie. Si vous êtes intéressé par d'autres destinations, on donne plein de conférences là dans les prochaines semaines sur un petit peu tous nos voyages. Elles sont toujours gratuites. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis également, on donne une conférence dans nos bureaux de Montréal le 24 mars sur nos voyages au Pérou. Donc voilà, si à tout cœur ça vous intéresse, nous on sera heureux de pouvoir vous rencontrer pour de vrai. Euh, donc voilà, merci à tous. Et puis j'espère que ça vous aura donné le goût de voyager. Et donc voilà, à très bientôt. Au revoir.